Dans cette petite vidéo, sous la forme d'un tutoriel, on va voir ensemble comment bien démarrer la lecture d'un livre ou d'une page internet sur un sujet historique. Nous ne pouvons pas empêcher les biais dans les raisonnements, mais tenter de les réduire au maximum est essentiel. Donc commençons. Le premier geste à faire est de regarder la couverture et le titre. Cela peut paraître stupide de le dire, mais lire le titre et sous-titres sont très importants. C'est la première chose que nous voyons en librairie ou dans les vidéos YouTube. Sa lecture doit nous permettre de comprendre le sujet et la problématique au premier coup d'œil. Prenons un exemple. Ces deux vidéos sur YouTube. La première, un volcan islandais est à l'origine de la Révolution française, la fissure du Laki. Et la seconde, comment un volcan a provoqué la Révolution française. Les deux titres sont des affirmations. Il aurait fallu mettre un point d'interrogation pour la seconde version pour en faire quelque chose de plus neutre. Mais le titre doit montrer la thèse essentielle que l'on veut mettre en avant. Alors ici, ce serait « Un volcan serait la cause la plus importante ou essentielle de la Révolution ». Or ce n'est pas le cas, tous les historiens sont d'accord là-dessus. De plus, les vidéos relativisent leurs titres en conclusion, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, ces titres permettent d'attirer le spectateur qui ne se fera pas la bonne opinion de la thèse émise. C'est très putaclic comme démarche. Ensuite, lire le nom de l'auteur et se renseigner sur lui et vérifier ses autres travaux, pour savoir si c'est un chercheur ou simplement un auteur, ou encore si c'est un spécialiste du sujet ou bien un spécialiste d'un autre sujet. Par exemple, un professeur de mathématiques n'aura pas le même poids qu'un historien pour parler de sujets historiques. Il aura l'approche d'un dilettante. Mais il ne faut pas non plus croire qu'un historien aura plus de poids. Si ce mathématicien aura passé 40 ans à faire des recherches méthodiques, il aura plus de poids que cet historien, qui aura vu la chose rapidement, une fois, en passant. Il faut donc ensuite s'intéresser à l'introduction et aux sources. Une bonne introduction doit poser le problème, c'est-à-dire d'où on part et où on veut aller, tout simplement. L'histoire est une science, avec une méthode comme peut être la biologie. Faire de l'histoire, c'est ça en fait, c'est comprendre. C'est-à-dire voir et penser une époque et des acteurs de cette époque avec leur propre catégorie. Non pas considérer Caligula de manière anachronique avec les concepts de la psychiatrie du XIXe siècle ou avec déjà les concepts ou les catégories anachroniques ou dystopiques de la Rome du 1er siècle, mais comprendre, acter le fait que Caligula n'est pas un Romain. C'est un Égyptien, c'est un hellénistique. Et il importe sa conception de la souveraineté. Étudier les procès d'animaux du XIVe siècle, ce n'est pas seulement en rire. Voir un évêque à Troyes en 1516 qui envoie un mandement épiscopal à une nuée de sauterelles pour les enjoindre de quitter un champ. Et il respecte la procédure, l'évêque. Il ne va pas les excommunier tout de suite. D'abord, mandement épiscopal qui leur est apporté, élu. On lit aux sauterelles, attention, si vous ne quittez pas ce champ, attention. Et devant le refus des sauterelles d'obéir à l'injonction épiscopale, l'évêque, la mort dans l'âme, car c'est une décision grave, l'évêque est contraint de recourir à l'arme ultime, qui est une condamnation à mort spirituelle, qui est l'excommunication. Les sauterelles sont excommuniées. L'histoire ne dit pas si elles ont fini par quitter le champ, mais en tout cas, elles sont bannies de la communauté des croyants et elles ne peuvent pas avoir accès au salut éternel, et c'est terrible. Alors ça, c'est quelque chose qui nous semble absurde, sauf que Michel Pastoureau montre très bien que dans un autre univers mental qui n'est pas le nôtre et qui a changé grosso modo au XVIe, XVIIe siècle, la conception de l'animal, l'anthropologie de l'époque et la conception du salut que l'on avait des êtres et de la totalité de la création, pas seulement de ces créatures que nous sommes nous, humains, mais la totalité de la création, et bien tout cela rendait possible la responsabilité pénale, judiciaire des sauterelles et des cochons. Alors, j'en viens au nazisme. Je n'ai pas oublié, ce sont des grands mangeurs de cochons, comme vous le savez. C'est peut-être ça le rapport. Marc Bloch, donc, j'avais commencé par là, lorsqu'il est caché, parce qu'il est juif et qu'il est résistant, dans la France riante du maréchal Pétain, Marc Bloch rédige un manuscrit qui sera publié après la guerre, qui s'appelle « Apologie pour l'histoire ». Le sous-titre, c'est « Métier d'historien ». Et il a cette phrase qui est proprement stupéfiante, qui est tout à fait
cohérente vis-à-vis de sa propre œuvre, si vous voulez. Je vous parlais des rois thaumaturges. C'est quelqu'un qui pratique l'histoire culturelle, Marc Bloch, mais stupéfiante au regard de ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire un contemporain, un présent atroce, dont il s'est fait lui-même l'historien. Souvenez-vous de son livre magnifique qui s'appelle L'étrange défaite, qui est un livre d'historien du trait contemporain, sur l'histoire immédiate, que Marc Bloch a vécu en tant que capitaine de réserve, rattaché à l'état-major de l'armée du Nord-Est. Il en a tiré ce récit sur la chute, sur la débâcle, l'étrange défaite. Donc Marc Bloch sait de quoi il parle. Il sait que quand il écrit cela, ce que je vais vous dire, il parle pour les rois thaumaturges, mais il parle aussi pour le présent de l'Europe. Et il écrit ceci: faire de l'histoire, c'est comprendre et ne pas juger. Alors pourquoi dit-il cela? Ne pas juger, parce qu'il a fait tout un long développement où il compare, très justement d'ailleurs, l'historien au juge d'instruction. On va rechercher des traces, des sources, on va les confronter, on va recueillir des témoignages si on le peut, et en croisant tous ces éléments, on va essayer d'approcher quelque chose comme une vérité. Travail de juge d'instruction. Sauf que la comparaison s'arrête là, dit Marc Bloch. Ensuite, une fois que le dossier est instruit, à charge et à décharge, on ne juge pas. Nous, historiens, on ne juge pas. Vous imaginez, c'est un homme qui est traqué par le SD qui écrit ça. Un homme qui est traqué par le SD. Le SD, c'est la police de sécurité allemande. Celle qui va l'arrêter et celle qui va le fusiller. Et il écrit, faire de l'histoire, c'est non pas juger. Le rôle du juge d'instruction s'arrête là, mais comprendre. Ainsi, on doit mettre en avant les travaux qui nous ont précédés pour prouver au lecteur qu'on maîtrise une vaste bibliographie sur une période ou un thème qu'on veut aborder. C'est crucial si l'on veut pouvoir comprendre une société et la pensée des hommes à un moment précis, tant chronologique que géographique. On ne peut pas aborder un sujet économique sans passer par la philosophie, par exemple. Il ne faut pas non plus aller voir du côté du Japon du Xe siècle si on veut analyser le sujet des fermiers généraux à Paris en 1650. Mais néanmoins, il faut essayer d'être large. Pour faire facilement cette partie historiographique, il faut donc bien définir son sujet, car aborder l'histoire en général est impossible. À partir de là, on peut mettre en place la problématique, ce que l'on veut renouveler dans notre approche. Peter Burke, par exemple, renouvelle l'approche sur Louis XIV en essayant de montrer sa propagande et en employant le mot, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Ensuite, il faut définir les bornes géographiques et chronologiques. Bien sûr, un sujet sur Louis XIV peut commencer sous Henri IV, mais cela doit être bien expliqué. Il s'agit toujours, dans la démarche, d'être clair et précis. Enfin, il faut aller voir les sources primaires et secondaires. C'est une étape importante, puisque c'est le matériau sur lequel l'historien s'appuie pour travailler. Il peut bien sûr allier images et sources textuelles, ce n'est pas un problème. Il faut donc aller à la fin de l'ouvrage et regarder la façon de ranger les textes. On parle de sources primaires si elles datent de la période étudiée. Ainsi, une lettre de Louvois de 1680 est une source primaire, comme ce document des Archives nationales que je vous montre. Ce sont des documents d'archives qui doivent être placés en premier dans la bibliographie, comme source. Mais un document d'archives a pu être édité ou bien retranscrit dans un livre plus récent. Mais, toutefois, le document peut être à tout moment retrouvé dans les archives. Ou bien il a disparu, et là on ne peut rien y faire. Mais, on croit sur parole que l'historien qui les a retranscrits en donne une version exacte. Celui-là sur Maurice comte de Saxe, par exemple, de 1867, ou cela sur le duc de Croÿ, publié entre 1906 et 1907. Mais un historien peut inventer des sources, c'est pour cela qu'il faut bien les questionner. S'il donne toute sa démarche, nous pouvons lui accorder plus de crédit que quelqu'un qui reste dans le flou. Ensuite, dans cette bibliographie, on doit trouver les livres, les études de notre époque qui permettent l'étude de notre sujet. Cette bibliographie doit être rangée par ordre alphabétique, peut-être parfois par ordre thématique. Ainsi, la bibliographie par Nota Bene sur le commando qui est faire n'a aucun ordre. On peut s'interroger de la pertinence d'un ouvrage sur le Normandie-Niemen
qui a combattu sur le front russe, alors qu'on parle du débarquement en Normandie. Enfin, passons. En conclusion, les étapes importantes sont la lecture du titre pour bien comprendre de quoi on va parler, lecture du nom de l'auteur avec quelques recherches sur celui-ci, lecture de l'introduction avec la recherche sur la problématique, les bornes géographiques et chronologiques, et enfin la lecture de la bibliographie. Toutes ces étapes doivent être limpides. Si vous y voyez des zones d'ombre et des imprécisions en masse, vous pouvez avoir raison de douter de la bonne approche de l'auteur. Et il ne faut pas oublier que vous pouvez appliquer cette démarche à mes vidéos, sans aucun souci. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous permettra d'aborder un ouvrage historique sereinement. À bientôt!